C'est en 1911 que Remarques psychanalytiques sur l'autobiographie d'un cas de paranoïa est paru pour la première fois. Mais Freud a commencé à s'intéresser à cette question de la paranoïa avant cet ouvrage et en parallèle de son intérêt pour le champ de la névrose. Déjà dans ce texte sur le cas du président Schroeder, il explique qu'il a développé sa théorie sur la paranoïa avant d'avoir connaissance de ce cas. Et sa correspondance avec Fliss le montre. Dans cette correspondance, donc plus précisément en 1895, dans le manuscrit H, Freud place la paranoïa, et je le cite, à côté de la folie de contrainte en tant que psychose intellectuelle. La paranoïa serait un mode pathologique de défense. Freud écrivant, la paranoïa a donc pour visée de défendre le moi contre une représentation inconciliable en projetant son contenu factuel dans le monde extérieur. En 1896, dans le manuscrit K, Freud poursuit avec la question de la projection et il fera un pas de plus en écrivant que le moi ne se sent pas étranger par rapport à ses symptômes, mais il est incité par eux à proposer des tentatives d'explication que l'on peut nommer délire d'assimilation. Le mot paranoïa est un emprunt au grec, où il voulait dire folie, et paranoméo, être fou, construit sur le radical noéo, penser, comprendre, et le préfixe para. Il avait également de nombreux synonymes, tels que aponia, anoïa, mania et moria. Ce mot était utilisé aussi bien dans le parler quotidien que dans la langue médicale. C'est l'allemand qui effectua cet emprunt. On trouve trace de paranoïa en 1772 par Vogel. Mais c'est Heinroth qui le fit rentrer définitivement dans l'idiome médical en 1818, où il garde le sens assez général de folie. C'est à Krafft-Ebing que l'on voit la première tentative de spécification du terme en 1879, concernant les aspects de l'aliénation mentale, concernant surtout le jugement et le raisonnement, et prenant la forme d'une narration, comme le roman. Mendel, entre 1880 et 1883, oppose deux locutions, la paranoia hallucinatoria et la paranoia combinatoria. À partir de là, la paranoïa désigne surtout une organisation délirante chronique, sans affaiblissement intellectuel, et où prédominent les représentations pseudo-rationnelles, ce qui explique qu'après Mendel, paranoïa désignera surtout la paranoïa combinatoire. Au XIXe siècle, du côté de la psychiatrie française, nous pouvons constater qu'elle s'intéresse davantage à la question de la pathologie du caractère. Les psychiatres français repèrent dans la deuxième moitié du XIXe siècle des syndromes sans hallucination ni évolution démentielle. Ainsi, en 1861, Trella parle de folie lucide. En 1977, Delacio appelle délire systématisé perceptif un délire de persécution fondé sur des illusions sensorielles. Notons qu'à la fin du XIXe siècle, la psychiatrie française isole dans les manifestations délirantes chroniques un domaine important marqué par la prévalence des idées de persécution et l'absence d'évolution démentielle. C'est au début du XXe siècle que Serieux et Capra, dans leur livre Les folies résonantes, le délire d'interprétation, en 1909, utilisent le terme de paranoïa pour désigner le délire d'interprétation. Nous voyons qu'à cette époque-là, dans la psychiatrie française, la paranoïa sous sa forme délirante s'identifie à un délire chronique spécifié par son mécanisme exclusif d'interprétation. Le délire d'interprétation fait alors système différentiel avec la psychose hallucinatoire chronique de Ballet, le délire d'imagination de Dupré et les psychoses passionnelles de Clermont. C'est Génie Perrin qui, en 1926, dans son livre Les Paranoïaques, décrit la constitution paranoïaque, qui regroupe 4 constantes: l'orgueil, la méfiance, la fausseté du jugement et l'inadaptation sociale, complétée par l'hypertrophie du moi, la rigidité et la susceptibilité. C'est quelques années après, en 1932, que Jacques Lacan
publie sa fameuse thèse de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, bien connue comme le cas Aimé. Thèse dans laquelle il parle de paranoïa d'autopunition. C'est ainsi que dans les manuels de psychiatrie actuels, on trouve encore la distinction entre le caractère de la personnalité paranoïaque et le délire paranoïaque, le premier n'étant pas nécessairement accompagné du second. Aimé. Alors, je vous assure, j'ai écrit « Aimer, c'est ainsi que j'ai choisi de le nommer, car être aimé est ce avec et contre quoi ce patient se démène. » Tout à coup, à un moment donné, je me suis dit « Tiens, aimer !» Ça rappelle évidemment le nom de la patiente de Jacques Lacan et qui s'est servi dans sa thèse sur la paranoïa. Bon, vous me pardonnerez, mais voilà, il y avait quand même pour moi, dans cette façon de vous parler au plus près de ce que l'exposé d'un cas clinique nous autorise, eh bien je trouvais que quand même ce prénom lui convenait tout à fait. Aimé, donc, quand je l'ai rencontré il y a presque 3 années de cela, était encore, et d'ailleurs depuis longtemps, enclin à résister à ses assiégeants. Il y avait beaucoup de force, de détermination dans ces querelles. Aujourd'hui, il a fait son entrée dans la vie professionnelle, ce qui ne va pas sans difficulté ni souffrance, mais semble l'avoir fait passer de l'inclination à l'obligation à résister. Ce qui ne va pas, ce qui m'autorise à dire cela, ce sont ses propos d'il y a peu de temps. Il venait d'apprendre qu'il était engagé en contrat à durée indéterminée, ce qui était à ses yeux, et que j'ai relevé aussi comme une bonne nouvelle. Il disait « J'ai moins peur de la prison, beaucoup moins. D'ailleurs, je fais un détour pour longer la prison et je la regarde de loin. Je suis content de ne pas y être. » La prison était pour lui jusqu'alors un lieu faisant office de havre de paix. Là, il en était sûr, il ne pouvait pas tomber plus bas. Il en aurait fini avec ce combat contre cet ennemi qui le cernait. Ainsi, jusqu'à ce qu'il travaille, sa vie était émaillée de ce qu'il appelle pudiquement des altercations, des passages à l'acte, qui d'ailleurs lui ont valu plusieurs gardes à vue, amendes et mises en garde, mais en vain. C'est plus fort que lui. Le pauvre type immonde, le connard dont il croise le regard dans la rue, il ne peut se retenir de l'insulter, de le provoquer. Celui qui le sert d'un peu trop près à son goût dans la file d'attente aux caisses, il lui décoche un coup de coude, ou pire encore. Aimé est perpétuellement en rupture de banc. Il prend contact avec moi parce qu'il est en rupture de banc avec son précédent thérapeute. Et là, quand j'ai entendu Jean-Baptiste Leguy faire cette remarque au sein du RPH, on insiste beaucoup quand même sur le cadre à l'intérieur duquel il y a beaucoup de souplesse. Et que donc, c'était par le truchement d'un collègue du RPH qu'il avait récupéré son âge. Je me suis dit, mais est-ce qu'il avait récupéré ce patient avant moi? J'ai eu un petit moment un peu d'inquiétude. Merci Jean-Baptiste. Mais non, c'est tout simplement qu'au sein du RPH, face à ces cliniques très difficiles, on tente toutes les possibilités. On ne laisse pas tomber.